Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur Al24 News pour cette édition de 19h à la une de l'actualité de ce dimanche 30 janvier. Palestine, les factions du djihad islamique et du Front populaire à Alger, ils répondent à l'initiative de réconciliation palestinienne du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Burkina Faso envoie des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO. Le pays risque des sanctions après le Mali et la Guinée. Les populations burkinabées expriment leur soutien à l'armée. Crise russo-ukrainienne. La Russie, toujours en quête de garanties de sécurité de la part de l'Occident. Le ministre russe des Affaires étrangères s'est une nouvelle fois exprimé. Deux nouvelles factions palestiniennes répondent à l'appel d'Alger pour tenter de trouver un terrain d'entente et d'aplanir leurs divergences. Le Front populaire pour la libération de la Palestine, FPLP, et le djihad islamique sont arrivés hier dans la capitale algérienne. Une initiative de médiation et de réconciliation lancée par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Sofiane Barouti. Les Émirats arabes unis sont devenus le premier pays arabe à accueillir le président de l'entité sioniste reçu aujourd'hui en grande pompe à Abu Dhabi. Dans un contexte mouvementé où plusieurs partis tournent le dos à la cause palestinienne, sacrifiée sur l'autel de la normalisation et des accords Abraham. Deux délégations, respectivement du Front populaire pour la libération de la Palestine FPLP et du djihad islamique, sont arrivées à Alger. Répondant à l'initiative algérienne pour l'unification des organisations politiques palestiniennes, lancée par le président de la République en soutien du peuple palestinien pour la concrétisation de ses droits légitimes. Une délégation du Fatah est également arrivée dans la capitale algérienne il y a quelques jours, et le président Mahmoud Abbas avait été convié à une visite officielle qui s'est tenue et où il a pu rencontrer les plus hautes autorités du pays. Le soutien algérien à la cause palestinienne est historique et la volonté de maintenir ce cap a été rappelée dernièrement par le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a exprimé maintes fois la volonté souveraine de l'État à maintenir une ligne de soutien de principe au peuple du Sahara occidental et de Palestine sous occupation. Le ministre des Affaires étrangères algérien a pour sa part rappelé l'attachement d'Alger à l'orientation panarabiste lors d'une réunion avec le corps diplomatique des pays arabes accrédités à Alger en vue de la préparation du prochain sommet voulu par l'Algérie sous le signe de la solidarité avec la Palestine. Les organisations palestiniennes ont déjà tenu une première réunion publique à Alger à l'initiative de la société civile qui par là voulait exprimer son soutien aux aspirations du peuple palestinien frère. Pour rappel, plusieurs capitales arabes ont donné un coup d'accélérateur à leur coopération avec l'entité sioniste. La monarchie marocaine est même allée jusqu'à signer des accords militaires à l'allure belliqueuse menaçant la région maghrébine. Cette attitude, en plus de trahir la cause centrale de la Oumma, trahit la grande confusion qui caractérise le moment. La cause palestinienne, entre autres dossiers brûlants dans le monde arabe, ont été évoqués lors de la réunion des travaux de concertation des ministres des Affaires étrangères arabes à Koweït City. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, y a pris part ce dimanche à l'invitation de son homologue koweïti, Cheikh Ahmed Nasser al-Mohamed al-Ahmed al-Jaber al-Sobah, selon un communiqué du ministère qui précise que cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques non officielles prévues initialement en février 2021 par le Conseil ministériel de la Ligue arabe. Et des bombardements aériens de l'armée irakienne ont tué samedi 9 terroristes impliqués dans une attaque du groupe Daesh ayant coûté la vie à 11 soldats dans la province de Diyala il y a une semaine, ont assuré les forces de sécurité. L'attaque nocturne du 21 janvier dernier, revendiquée par Daesh, avait visé une base de l'armée irakienne de la région de Hawi, dans l'est de l'Irak. 11 soldats, dont un lieutenant, ont été tués.
Retour en Algérie, la 7e session des consultations politiques algéro-françaises au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères se tiendra sur 2 jours, le 30 et 31 janvier à Alger, sous la coprésidence de Chakib Rachid Qaïd, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, et François Delattre, secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la concertation régulière entre l'Algérie et la France portera notamment l'évaluation générale des relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi la question des intérêts communs entre l'Algérie et la France au niveau régional et international. Après la suspension du Burkina Faso de ses instances, la CEDEAO décide l'envoi d'une mission de chef d'état-major des armées à Ouagadougou. Elle sera suivie lundi d'une autre mission ministérielle. Cette fois-ci, la visite intervient au moment où le Burkina Faso s'achemine vers un processus de transition. Leïla Kirtal. Cet envoi a été décidé suite au sommet virtuel qui a duré près de 3 heures, décidant également de la suspension du Burkina des instances de la CEDEAO. La visite des chefs d'état-major sera suivie par une visite ministérielle. Les envoyés de la CEDEAO tenteront de s'enquérir de la situation de près au Burkina au lendemain du renversement du président Roch Kaboré et d'examiner les différents points permettant d'aller vers un processus de retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO avait appelé en outre, suite à la décision de suspension du Burkina Faso, la libération du président déchu qui serait assigné à résidence. Parallèlement aux réactions et aux décisions prises par la CEDEAO, le chef des putschistes, Sandaogo Damiba, avait tenu à rassurer lors de sa première allocution jeudi, indiquant qu'il avait plus que jamais besoin de ses partenaires. Et tout en disant comprendre, je cite, les doutes légitimes suscités après le coup d'État, Damiba assure que son pays, le Burkina, continuera à respecter les engagements internationaux, y compris celui d'un retour à la vie constitutionnelle lorsque les conditions seront réunies, a-t-il toutefois relevé. Et à propos du Burkina Faso, notre journaliste Sofiane Barodi a contacté à Ouagadougou Serge Bayala, analyste politique autour du jeu trouble de la CEDEAO et du mécontentement populaire en Afrique de l'Ouest après les sanctions contre le Mali et la prochaine réunion des états-majors de la CEDEAO sur le Burkina Faso. Je vous propose de l'écouter. Oui, je pense que la CEDEAO, qui est un instrument de l'impérialisme français, notamment à travers ses vallées les plus zélées que sont Macky Sall et le tristement célèbre et accident de l'histoire ivoirienne qu'est Monsieur Alassane Ouattara, montre très clairement que pour les populations, ces sanctions qui ont été prises contre le Mali, ça a outré l'ensemble de la conscience critique africaine, de la conscience de tous les hommes, épris de paix, de dignité, de souveraineté. Jamais les populations n'avaient été aussi et autant unanimes dans toutes les couches sociales pour condamner ces décisions arbitraires qui sont prises par un consortium de syndicats de chefs d'État qui ne retrouvent leur enthousiasme en tant que communauté que lorsque leur pouvoir politique direct est menacé. Mais lorsque ce sont les terroristes qui tuent les populations par milliers, par centaines, il n'y a pas le même zèle. Et c'est un mouvement profond de mécontentement populaire qui secoue l'Afrique de l'Ouest contre la présence étrangère et particulièrement française représentée par l'opération Barkhane. La colère citoyenne qui s'exprime par la gronde des soldats confrontés aux défis terroristes en recrudescence et au danger d'une situation très instable, surtout dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois l'analyse politique Serge Bayala. Oui, je pense que ce qui explique ou a motivé les soldats à prendre leurs responsabilités, c'est parce qu'ils font le constat amer que la coopération militaire avec l'ex-puissance coloniale, avec l'ex-dominateur colonial est complètement infructueuse et qu'il est même souvent pris la main dans le sac en flagrante collaboration avec des groupes terroristes. Vous vous souviendrez, en 2018, le ministre de la Défense du Burkina Faso avait signalé que les aéronefs qui survolaient les positions avancées de notre armée sur le terrain et qui se faisaient attaquer les secondes ou les minutes ou les
jours qui suivent, c'était des aéronefs français. Je pense que ces soldats qui sont au contact de ces réalités souhaitent réinventer ou renouer d'autres partenariats militaires pour sortir de l'hypocrisie internationale et tracer un destin plus heureux et plus accommodé aux intérêts africains pour résoudre la question terroriste. Les sociétés militaires privées, des sous-traitants de plus en plus présents dans les zones en conflit, notamment au Sahel. Certains pays et même l'ONU font appel à leurs services. Quelle est leur mission sur le terrain? Élément de réponse avec Souad Ben Batouche. Elles se comptent par dizaines au Sahel et sont officiellement domiciliées aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, en Russie ou encore en Turquie. Elles remplissent des missions non combatives et c'est le cas de la société russe Wagner. Wagner, c'est la seule société militaire privée de cette envergure qui est aujourd'hui au Mali. Mais sinon, depuis 2013-2014, des dizaines de sociétés de type contracteurs ont travaillé là-bas. Surtout dans la logistique, parfois même dans la sécurisation des bases, etc. Mais ils n'ont jamais eu de mission véritablement offensive. C'était vraiment du transport et de la reconnaissance. Sécurité, surveillance, formation, renseignement ou encore assistance tactique, autant de prestations proposées par les sociétés militaires privées en contrepartie de contrats de dizaines de millions de dollars avec les gouvernements et les organisations internationales. Il faut comprendre que généralement la venue de Wagner a été précédée par une demande ou bien de l'ONU comme dans le cas de la RCA ou bien des gouvernements locaux. On est loin des pillages impérialistes des pays occidentaux qui, eux, vraiment se greffent sur l'économie des pays plutôt pauvres ou africains. Les sociétés militaires privées, les nouveaux sous-traitants dans les zones de guerre en contrepartie de contrats juteux. Et la tension monte entre Paris et Bamako. La France évoque la présence de la société militaire privée Wagner dans le pays. Lors de sa dernière sortie médiatique, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, pointe ouvertement du doigt Wagner et l'accuse de piller le Mali. Je vous propose de l'écouter. Il y a une rupture militaire ensuite, par le déploiement désormais effectif de centaines de mercenaires de Wagner, avec le seul objectif de protéger une junte avide de pouvoir. À la fin du mois de décembre, nous avons condamné, avec l'ensemble des partenaires engagés au Mali, le déploiement de ces mercenaires. L'Union européenne a pris ses responsabilités en adoptant des sanctions contre Wagner, contre ses dirigeants et contre les entités qu'il contrôle. Et nous faisons tous le constat collectif que Wagner est une force de déstabilisation et de prédation et d'exaction. Et nulle part au monde n'a été une solution à apporter dans la lutte contre le terrorisme. Et de son côté, Bamako n'évoque pas pour le moment l'échec de la force Takuba, mais affirme que la primeur sera donnée à l'intérêt du Mali. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, parle surtout d'une coopération d'État à État dans la lutte antiterroriste dans ce pays. Ce que je peux vous dire et que nous avons dit de façon constante, le gouvernement du Mali a fait un communiqué absolument très clair sur la question. La coopération avec la Russie est une coopération historique. Le Mali, depuis son indépendance, a été fortement soutenu par l'ex-URSS, plus tard par la Russie. 80% du personnel militaire malien avait été à l'époque formé en Russie ou en ex-URSS. Et même aujourd'hui, 80% de nos équipements viennent de ce pays. Notre coopération avec la Russie est une coopération d'État à État. Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, une grande efficacité. Les 7 derniers mois, les équipements et les fournitures qui ont été acquis via cette coopération n'ont jamais été, ce type d'investissement n'ont jamais été faits au cours des 15 ou 20 dernières années. Et nous irons partout où nous pouvons trouver ces solutions, si c'est à Paris, si c'est à Bruxelles, si c'est à Washington ou bien si c'est à Moscou.
Unième manifestation au Soudan. Des milliers de Soudanais sont descendus dans les rues de la capitale Khartoum et d'autres villes du pays ce dimanche. Les manifestants, pour la plupart des jeunes hommes et femmes, exigent la fin de la prise de contrôle par l'armée. Ils ont appelé à un gouvernement entièrement civil pour diriger la transition du pays vers la démocratie désormais bloquée. Et de son côté, le comité des médecins du Soudan annonce le décès d'un manifestant âgé de 27 ans des suites de blessures à la poitrine. Toujours dans le sillage de l'actualité africaine, 51 personnes ont été condamnées par la justice militaire congolaise à 10 ans d'emprisonnement pour assassinat de 2 experts onusiens en 2017 dans la région de Kasaï, en centre de la République démocratique du Congo. Des représentants des autorités provinciales et de l'ONU étaient présents lors de la prononciation du jugement. Le procès en question avait commencé le 5 juin 2017, mais a connu plusieurs interruptions. Au moins 2 accusés sont morts en détention. Dans le dossier santé Covid-19, nouvelle baisse des cas de contamination enregistrés en Algérie. 1464 cas positifs durant les dernières 24 heures selon le bilan du ministère de la Santé qui annonce également 965 guérisons et 11 décès. L'Institut Pasteur d'Algérie, de son côté, par le biais de son directeur général, de Dr Fawzi Darar, annonce récemment plusieurs cas de BA2, le sous-variant d'Omicron. Cette annonce ne suscite pas d'inquiétude selon Fawzi Darar, qui appelle toutefois à la prudence et à la vigilance. Dans la capitale autrichienne, Vienne, des manifestations ont eu lieu ce week-end pour dénoncer les restrictions sanitaires et la vaccination obligatoire. La Russie, elle, continue d'enregistrer une hausse des contaminations. La barre des 100 000 cas a été franchie. Neila Hamouda. Ils étaient 10 000 manifestants à battre le pavé à Vienne samedi. Ils disent non aux restrictions sanitaires prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du Covid-19. La police a fait usage de gaz poivré pour disperser les manifestants. L'Autriche fait face à une augmentation des contaminations poussée par le variant Omicron. Cela n'a pas empêché le gouvernement d'annoncer des assouplissements qui entreront en vigueur le 5 février. Un test négatif serait suffisant pour se rendre au restaurant et à certains commerces. Un nouveau record atteint en Russie. La barre des 100 000 cas en 24 heures a été franchie pour la première fois depuis le début de la pandémie. Dans les régions très touchées par les contaminations, les écoles passent à l'enseignement à distance. Les autorités appellent les parents à vacciner leurs enfants de 12 à 17 ans. Il s'agit d'un record de nouvelles infections pour le 9e jour consécutif dans le pays le plus endeuillé d'Europe par le coronavirus, la Russie. Crise russo-ukrainienne, la Russie toujours en quête de garanties de sécurité de la part de l'Occident. Le ministre russe des Affaires étrangères s'est une nouvelle fois exprimé. La diplomatie russe compte envoyer aux pays de l'OTAN et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe une demande officielle, les exhortant à préciser comment ils entendent mettre en œuvre leur engagement à ne pas renforcer leur sécurité au détriment de la sécurité des autres. En Italie, le président sortant Sergio Mattarella a été réélu pour un second mandat présidentiel et ce, au terme d'intenses débats parlementaires. Le président Mattarella avait déclaré à plusieurs reprises son intention de ne pas continuer dans ses fonctions, mais a fini par faire connaître au chef de groupe parlementaire sa volonté de se mettre à disposition dans le but de stabiliser le sommet de l'État. Le blizzard qui touche depuis 2 jours le nord-est des États-Unis continuait ce dimanche à ensevelir la région sous une neige accompagnée de rafales de vent pouvant atteindre les 120 km/h. Samedi, en fin de journée, la ville de Boston avait reçu près de 60 cm de neige, égalant le record de 2003, tandis que toute la région est quasi paralysée avec chaos dans les transports, coupures d'électricité et températures polaires.
La Corée du Nord a lancé ce dimanche 30 janvier son plus puissant missile depuis 2017 selon Séoul, estimant que Pyongyang pourrait bientôt mettre à exécution sa menace de reprendre ses essais nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux. C'est le 7e essai mené par la Corée du Nord depuis le début de l'année. Économie, direction la France à présent, où l'épineux dossier de l'énergie nucléaire revient au devant de la scène. Entre adjuvants et opposants, les risques climatiques liés à l'exploitation de plusieurs réacteurs jugés vétustes mettent la pression sur le président Macron et son gouvernement qui joue gros dans cette affaire. Kherden Battash. À quelques encablures de l'élection présidentielle française, les dossiers chauds refont surface sur fond d'échecs essuyés par Paris sur plusieurs fronts. L'énergie nucléaire, dossier clivant par-delà des sensibilités politiques, reprend ses droits et agite la campagne. Avec d'un côté la nouvelle leader des Républicains Valérie Pécresse, qui veut un plan pour la première source énergétique en France, et pointe du doigt une politique énergétique d'Emmanuel Macron qui, selon elle, mène le pays droit au mur. Nous avons une politique énergétique d'Emmanuel Macron en zigzag qui nous amène droit dans le mur. Nous faisons face à une vraie catastrophe énergétique. Cette catastrophe, c'est que nous n'avons plus l'assurance d'être approvisionnés et que les prix de l'énergie s'envolent. Et d'un autre, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui assène les vérités sur une industrie au risque manifeste sur l'environnement et la sécurité. La France a 56 réacteurs nucléaires. Il y en a déjà 19 qui ont atteint depuis 2017 les 40 années pour lesquelles ils avaient été construits. Il n'y en a que 2 qui ont été fermés avec la centrale de Fessenheim. Tout le reste est en train de fonctionner. Au moment où la plupart des centrales nucléaires françaises font état d'une vétusté au niveau du matériel, la présidente de la région Île-de-France souhaite construire de nouveaux réacteurs. En Alsace et après des années de lutte consenties par des militants écologistes, le dossier de la centrale de Fessenheim mise à l'arrêt semble ne pas inspirer tant que ça, ni les donneurs d'ordre du secteur énergétique de l'Hexagone, ni les experts mondiaux du GIEC, qui dans un rapport publié en octobre dernier prévoit une augmentation mondiale de l'énergie nucléaire de 59 à 106% d'ici 2030. Mais comme souvent, la viabilité du modèle économique du nucléaire français trouve son ancrage en Afrique, où les entreprises, et à leur tête Areva, ont fait des ressources en uranium dans certains pays une chasse gardée. Une situation qui, selon les observateurs, justifierait entre autres l'intérêt français pour la présence militaire en Afrique. Sport, football, Cannes 2021, deuxième et dernier jour des quarts de finale. Aujourd'hui, l'Égypte affrontait le Maroc dans un derby nord-africain très disputé. Après le match nul, 1 but partout durant les 90 minutes, c'est l'Égypte qui a réussi à valider son billet pour les demi-finales en battant donc le Maroc sur le score de 2-1. Le dernier quart de finale se jouera, lui, à 20h entre la Guinée et le Sénégal. Et en Algérie, une délégation du Comité international des Jeux méditerranéens en visite à Oran depuis vendredi pour suivre de près les préparatifs de cette ville pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue l'été prochain. Cette délégation conduite par le vice-président du CIJM, le Français Bernard Amsalem, a pu visiter les infrastructures sportives concernées par les épreuves des Jeux méditerranéens. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le vice-président du CIJM, Bernard Amsalem. Sous l'autorité de monsieur le commissaire, nous avons évidemment posé un certain nombre de questions sur ces différents secteurs et il y a une accélération très forte des marchés. Il y avait beaucoup de marchés qui étaient en attente. Il fallait passer des marchés pour du matériel, pour le dopage. Bref, ces marchés, aujourd'hui, ils sont pratiquement tous passés. Et donc ça, c'est plutôt rassurant parce que maintenant, on sent que les choses vont être réalisées dans les temps. Et nous vous le disions en titre, Rafael Nadal est incontestablement le roi du Grand Chelem. Il est entré en a battu le Russe Dani Medvedev en finale de l'Open d'Australie.
Et enfin, pour terminer, du handisport, la sélection algérienne féminine de handi-basket a remporté samedi le trophée africain en battant l'Afrique du Sud 67-29 en finale du championnat d'Afrique de la discipline à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. Pour rappel, ce tournoi continental s'est déroulé en présence de 3 sélections africaines, à savoir l'Algérie tenant du titre, l'Afrique du Sud ainsi que l'Éthiopie. Voilà, c'est avec cette information que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas la météo tout de suite, présentée par Madame Zienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain 19h.